Pour résumer un peu mon parcours, donc moi je m'appelle Sylvain Bernado, je crois que vous avez le nom dans les mails. Euh, Effectivement, moi j'ai été artiste de cirque pendant quasiment 15 ans. J'étais jongleur. Et dans le cadre de ce métier-là, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur le numérique, donc des vidéos interactives, du matériel interactif qu'on a dû créer, parce que ça n'existait pas. Et c'est un peu comme ça que je suis rentré en lien avec les Fab Labs, à une époque où, pour un de nos spectacles, on devait créer plusieurs dispositifs. Et j'avais pas forcément encore à l'époque à ma disposition des outils qui me permettaient de le faire. J'avais des compétences techniques, mais j'avais pas forcément d'imprimante 3D, par exemple, de découpe laser, etc. Ça faisait assez longtemps que je voyais se monter un peu partout des ateliers partagés, de toute nature hein, d'ailleurs, hein, pas uniquement des Fab Labs. Et donc quand j'ai découvert qu'il y avait un Fab Lab sur Caen, bah, je suis allé voir un peu naturellement le projet. Voilà, j'ai découvert les Fab Labs, ce que c'était, etc. Et puis quand j'ai arrêté ma carrière de jongleur en 2000, autour de 2015, non, quelle année maintenant 2017, en fait, j'ai arrêté en vrai. En fait, j'ai été engagé par Relais de Sciences en tant qu'expert, médiateur, expert numérique. Et donc pendant 3 ans, quasiment, j'ai été présent au Fab Lab en tant que salarié, au Fab Lab de Caen. Et j'ai géré des projets d'accompagnement d'étudiants, de chercheurs, d'utilisateurs qui venaient se former ou faire des projets. Et j'avais aussi en charge toute la partie formation et activité culturelle du lieu. Donc, imaginez des ateliers essentiellement autour des machines. Je me suis occupé d'artisans aussi. Enfin, ça a été assez vaste. Et depuis, donc on est en 2021, depuis 2020, juillet 2020, j'ai quitté mon poste dans ce Fab Lab et je me suis mis à mon compte. Un Fab Lab, c'est avant tout un lieu dans lequel on peut se rencontrer, se croiser, partager, apprendre. C'est avant tout des laboratoires d'expérimentation sociale et culturelle pour faire se rencontrer les gens. C'est des prétextes à trouver des passerelles entre différentes professions, entre différentes approches des sciences et techniques, avant presque d'être des ateliers dans lesquels il y a des outils, dans lesquels on va pouvoir produire des objets. Aujourd'hui, moi, par exemple, l'utilisation du Fab Lab, elle est beaucoup plus sporadique, c'est-à-dire que j'y vais vraiment sur les machines que je n'ai pas à disposition ici, par exemple les grandes fraiseuses ou grandes lasers. Les grandes lasers, ça va bientôt changer, mais grandes fraiseuses, on n'a pas de plan d'investissement de ce côté-là. Donc c'est un espace dans lequel on va trouver des machines et effectivement dans lequel on peut venir les utiliser. La compétence, j'y vais plus trop pour ça, parce que la compétence, c'est... je l'ai. Et après, je m'en sers aussi, les Fab Labs, je m'en sers aussi pour une autre raison, c'est que la plupart des projets que je conçois, c'est des projets qui vont tourner un peu partout, en France, en Europe, pour les artistes notamment. Et donc s'appuyer sur un réseau de Fab Labs qui est existant, donner les fichiers aux artistes pour que s'il y a un problème, bah, ils puissent aller reconstruire une partie ou une autre de leur installation auprès du Fab Lab local, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, parce que du coup, c'est tout l'avantage des Fab Labs, c'est d'être en réseau, donc d'avoir des machines à peu près identiques, en tout cas avec un fonctionnement identique présent dans chaque Fab Lab, et des fichiers numériques qui sont censés être compatibles, en tout cas suffisamment modulaires pour être compatibles avec toutes ces machines. Donc ça, c'est aussi une grosse utilisation que je peux faire aujourd'hui des Fab Labs. Dans un Fab Lab, par exemple, il peut y avoir un groupe qui va se dire, OK, moi je vais bosser sur, sur des capteurs de pollution de l'air pour pouvoir, de manière citoyenne, apporter une solution qui vérifie comment se comporte, comment est la pollution de l'air dans ma ville. Et puis, bah, ce projet-là, il va naître à un endroit, il va peut-être échanger avec un deuxième Fab Lab qui est à l'autre bout de la France, où il y a les mêmes envies. Il va se modifier grâce à ça, grâce à ces échanges. Il va peut-être y avoir plusieurs versions du projet qui vont naître, mais une seule, mais dans tous les cas, il va y avoir des échanges qui vont se créer. Potentiellement, il va être mis en ligne. On est sur du fichier numérique, donc on peut faciliter le transfert de l'information, la documentation des projets. Et puis, ce projet-là, il va peut-être se retrouver aux États-Unis, au Japon. Et on aura créé quelque chose qui dépasse finalement l'intention initiale. Et ça, c'est intéressant. Enfin, encore une fois, c'est la notion de réseau qui fait que c'est possible.
Ah, malheureusement, non. Il faut être honnête, hein. Les Fab Labs, c'est pas utilisé par tout le monde. Mais ce que j'ai pu constater en fréquentant ces lieux-là, alors le Fab Lab de Caen, parce que j'y travaillais, mais pas que, hein, j'ai croisé d'autres Fab Labs dans mon parcours. Euh, L'appétence technique et scientifique, elle est quand même forte. S'il n'y a pas une petite attirance aujourd'hui vers les métiers des sciences et techniques, il y a quand même plein de gens qu'on ne voit pas dans les Fab Labs. La seule exception à ça, j'ai envie de dire, c'est des artistes qui sont toujours un peu sur un entre-deux. Mais oui, il y a plein de professions qui viennent pas naturellement, plein de catégories de personnes qui viennent pas naturellement vers les Fab Labs. C'est d'ailleurs tout l'enjeu et tout le rôle des associations, des sociétés qui les gèrent, c'est de réussir à trouver la bonne approche pour toucher le plus large public possible et de trouver comment on va pouvoir inclure chaque public dans l'utilisation de ce type de lieu. Mais bon, c'est clair que dans un Fab Lab, il y a deux freins. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des freins, qui permettent des ouvertures énormes. Mais il y a deux freins. Un des freins, c'est la technique. Malgré tout, bah, on fabrique des choses et tout le monde n'est pas manuel ou n'arrive pas à se projeter dans la conception d'un objet et tout le monde n'est pas bricoleur. Donc être un peu bricoleur, ça aide. Sinon, il faut le devenir et parfois c'est compliqué pour certains. Et puis le deuxième point, c'est le numérique. On a tendance à fantasmer beaucoup le numérique comme étant un facilitateur, que ça va devenir hyper facile parce qu'on peut transmettre les fichiers à droite, à gauche, etc. Mais en vrai, il y a encore des gens qui ne savent pas ce qu'est un répertoire, qui ne savent pas ce qu'est un fichier, qui galèrent à envoyer un mail, et pour qui le numérique est plutôt une source d'angoisse qu'une source de réalisation personnelle. Et du coup, ça, c'est un vrai deuxième frein. Donc, quand on est en situation de médiation dans un Fab Lab, ces deux freins, il faut les avoir en tête parce que toutes les populations ne vont pas réagir pareil par rapport à ça. Il va falloir faire médiation. Il va falloir les amener à trouver une manière que ces outils-là, le numérique et le bricolage, soient des outils qui leur parlent. Tout le monde fantasme pas sur le fait qu'une laser, ça va faire une coupe super précise, quoi. Des gens, ils vont sortir leur scie, ils vont trouver ça très bien. La modernité, ils vont trouver ça chiant. Quand on va leur dire de faire un plan sur un ordinateur, ça va les perdre plus qu'autre chose. Un bout de crayon et un bout de papier, généralement, ça leur suffit. L'enjeu, c'est de pouvoir avoir un mec qui vient du fin fond de l'Orne avec c'est de la boue sous les chaussures et qui te dit bah, ah, moi j'ai un problème avec mes poules, je dois trouver quelque chose pour vérifier si elles ont pondu le matin. Ok, bah, et cette solution-là, elle n'existe pas dans l'industrie, ou alors c'est des trucs industriels dégueulasses. Et je veux trouver une autre solution, je veux trouver une autre manière de faire. Euh, Elle est dans des jeunes qu'on va faire venir et qui vont découvrir que les maths auxquelles ils n'ont rien compris de toute leur vie, et ben en fait, quand on découpe une planche, bah, c'est aussi des maths, et qu'en fait, bah, les maths, c'est utile et que c'est cool, et qui se redécouvrent l'envie de reprendre des études. Bah, tout seul. Quand j'ai débuté, enfin, allez, 95% de ma formation, mais je ne vais pas être le cas typique sur le sujet. 95% de ma formation, c'est de l'auto-formation. C'est des tutos sur Internet, c'est réapprendre des bouquins de code pour c'est quoi le code, c'est quoi l'électronique, c'est expérimenter sur des projets. Bah, ça a été certains projets que j'ai fait avec d'autres personnes. Par exemple, on a fait un projet avec Monsieur Routour avec le cargo qui consistait à faire des reconnaissances en FFT des fréquences jouées par les instruments. Bah, là, on apprend mutuellement. Euh, je dis bien mutuellement. Hein. Jean-Marc a appris de ce que j'avais, moi j'ai appris de sa méthodologie. J'ai appris beaucoup des personnes que j'ai accompagnées plus tard quand j'étais salarié. Donc, quand je vois les étudiants travailler, quand je vois les méthodes des profs, là, tu apprends à reconnaître un peu des méthodologies différentes, des manières de penser différentes, et tu essayes de prendre de faire un composite de ce qui va être le plus intéressant. Et moi, en termes de formation pure, dans les Fab Labs,
bon, j'ai pas trouvé grand-chose. Au tout début du Fab Lab de Caen, avant qu'il arrive au Dôme, je m'étais inscrit sur une formation Arduino. Je n'ai pas appris grand-chose. J'avais déjà le background nécessaire pour faire ce qu'on a fait. Faire clignoter une LED, ouais, pas besoin de 4 heures de formation. Voilà, pour certains, si, mais pour moi, j'avais déjà franchi un peu ces étapes-là. J'ai fait une deuxième formation plus tard, un peu dans ma vie, où je voulais justement bloquer un peu plus de compétences sur la programmation que j'ai faite à Paris, pas dans un Fab Lab, mais un lieu qui est assez proche, un tiers-lieu qui s'appelle Main d'œuvre. Pareil, en fait, la formation, effectivement, elle a clarifié certains points, mais elle n'a pas amené, une compétence très importante. Donc la majorité de la formation, y compris créer les bibliothèques, tout ça, je l'ai fait par l'intermédiaire des projets que je réalisais et en allant chercher de la connaissance sur Internet. Enfin, mon parcours, il s'est plus fait là-dessus que sur les rencontres. Parce qu'à l'époque, dans les Fab Labs que j'ai fréquentés, je n'ai pas trouvé les personnes qui avaient cette compétence-là. Bah, écoute, plutôt métier, mais moi, les deux ont toujours été liés. Quand tu fais un métier artistique, ton métier, c'est ta passion. Donc, les deux marchent. Mais la première fois que j'ai poussé la porte d'un Fab Lab, c'est parce que j'avais un projet à réaliser pour mon boulot. De laisser de la place à son imagination. On va avoir un projet. Le premier truc est de ne pas se laisser bloquer par la technique. Ce que je conseillais souvent aux gens, je leur demandais ce qu'ils maîtrisaient, est-ce qu'ils savent écrire, est-ce qu'ils savent dessiner, est-ce qu'ils savent utiliser un ordi, etc. Et dans un premier temps, on essayait j'essayais de les faire exprimer la totalité de leur projet et de le mettre en mots, de le mettre en image, de lui donner de faire en sorte qu'il devienne autre chose qu'une idée dans un cerveau, mais qui commence à avoir un aspect concret, un dessin, un schéma. Euh, et en fait, à partir de ça, euh, essayer de pas tout de suite le limiter avec ah mais du coup comment on va réaliser ça. Commencer par définir qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est quoi les éléments importants, c'est quoi les éléments qui le sont moins. En fait, c'est tout ce qui va faciliter l'établissement de ce qu'on appellerait, nous, un cahier des charges, mais qui en vrai, au-delà du cahier des charges, c'est concrétiser son idée. Et concrétiser son idée, ça passe d'abord par de l'écriture, quelle que soit la forme d'écriture. Avant de commencer à se lancer, à faire de l'impression du machin, du bidule, du truc, bah ouais, mais si tu sais déjà pas ce que tu veux obtenir, en fait, tu vas juste tourner en boucle comme ça pendant des heures. Donc voilà, mettre des mots sur son projet, mettre des images sur son projet, aller choper des trucs qui ressemblent et que c'est pas exactement ce qu'on veut. Euh, voilà, cadrer voilà, définir et cadrer son inspiration. Et une fois qu'on a ça, en fait, on a déjà un peu plus d'idées précises et on va chercher des solutions pour comment réussir, comment y arriver. Et si on inverse le problème, si je dis qu'est-ce que je vais utiliser pour mon projet, bah en fait, on se bloque tout de suite dans la méthode de réalisation avant de penser à ce qu'on veut faire. C'est un projet pour un escape game, euh, un mécanisme qu'on a fait qui reprend un vieux jeu vidéo, Donkey Kong. Donc, il y avait un singe qui balançait des tonneaux sur un personnage qui s'appelait pas encore Mario à l'époque, qui s'appelait Jumpman. Et, donc, on a un mécanisme, la salle est sur le thème des vieux jeux vidéo. Et on a un mécanisme dans lequel on a mis un écran avec un Donkey Kong, il y a des vrais tonneaux qu'on a imprimés en 3D, et on a réimprimé toutes les rampes qu'il y a dans le jeu vidéo. Et le but du jeu est de faire descendre le tonneau tout du long. Et donc tout ça, on a dû faire un meuble qui contenait l'ensemble, faire en sorte que le tonneau tombe à chaque fois, donc les rampes, elles ont un angle calculé pour que ça se pète pas de la gueule, etc. Donc, on a dû aller au Fab Lab, réaliser donc, toute la partie meuble qu'on avait modélisé en 3D au préalable et qu'on a fait à la fraiseuse.